Merci de nous rejoindre. Il est tout juste 11 heures précisément. Alors, vous n'avez pas cessé de travailler durant cette matinée. À la fois, les échanges ont été très nourris ce matin sur l'utilité du mécénat en temps de crise. Si vous n'avez pas été là, je peux vous en redéfinir un petit peu les contours, la confiance, la nécessité aussi de restructurer cette solidarité organique, nous disaient les professeurs au Collège de France, de s'attacher à la connaissance, à l'information, à l'expertise partagée. Voilà pourquoi le rôle à la fois des penseurs et des fondations, dont c'est le métier, le cœur d'ouvrage, doivent nous guider aujourd'hui. La directrice du SAMU social de Paris nous disait que les missions ont été redéfinies à l'aune de cette crise. Le SAMU social produisant à un moment donné, au cœur de la crise, de l'aide alimentaire. Voilà comment chacun s'est adapté aussi. L'action pour le progrès humain qui guide les entreprises, pas depuis hier, pas depuis la crise, mais qui semble redéfinir aussi une part de la raison sociale de l'entreprise et de la raison d'être. C'est ce que nous disait le président du conseil d'administration d'AXA. Tout cela va nous servir de base, chers amis, vous qui êtes déjà 150 à vous être reconnectés, je vous remercie, pour évoquer un deuxième échange assez nourri de 45 minutes avec nos invités sur le mécénat comme levier de transformation vers un nouveau modèle de société. C'est ambitieux, mais ce n'est pas présomptueux parce que les fondations et les responsables ici présents ont ce guide et cette philosophie à l'esprit depuis plusieurs semaines maintenant. Ils anticipent avec nous, avec les acteurs publics. Ils donnent souvent le là d'ailleurs, un nouveau modèle plus sociable. Comment sera-t-il compatible avec l'économie qui nous attend demain dans ce nouveau monde? Eh bien, on va en parler avec nos invités ici présents. Ariane de Rothschild, présidente du groupe Edmond de Rothschild, qui va faire état des missions des fondations en France et à l'étranger. Avec Jean Lemierre, président de BNP Paribas. Nicolas Chaban, c'est un entrepreneur, créateur de C'est qui le patron, mécène aussi. Il va nous parler de son soutien à une part de la société au cœur de cette crise. Et Bathilde Missika, dont nous attendons aussi l'expertise pour l'OCDE, qui va nous dire comment se redéfinissent aussi les missions de ce mécénat à l'échelle de l'OCDE, échelle internationale. Le mécène comme acteur pour une société plus juste, plus équitable. Je voudrais peut-être vous donner la parole d'abord, Ariane de Rothschild, et merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. L'engagement des mécènes sera-t-il accepté alors que les pouvoirs publics, on l'a dit, ont un temps d'inertie, mais que vous avez redéfini un rôle capital au cœur de cette crise et que vous pouvez peut-être aussi prendre les devants puisque la crise est pérenne, Ariane de Rothschild. Merci. Bonjour à tous. Oui, effectivement, je dirais, c'est vrai que moi, je vis entre un modèle anglo-saxon, je dirais américain, un modèle français. Et c'est vrai qu'il y a une très grande différence entre le mécénat ou la perception du mécénat en France et la perception du mécénat aux États-Unis. Donc, c'est vrai que c'est toujours intéressant de naviguer entre les deux modèles. Aux États-Unis, le mécénat fait partie intégrante, enfin, tout chef d'entreprise finit par être mécène. Je pense qu'en France, jusqu'à ces dernières années, le mécénat, je pense qu'il y avait une certaine incompréhension et c'est vrai qu'on opposait souvent l'État et le mécène privé. Je pense que ça a beaucoup évolué dans le sens où on comprend tous maintenant que on est nécessaires les uns aux autres. Et dans ce sens, je pense que c'est vrai, et on le voit en particulier depuis cette crise est très illustrative, la rapidité de réaction d'une fondation privée ou une fondation d'entreprise est souvent c'est plus rapide que l'État qui est quand même un rouage plus lourd, plus lent. Et c'est vrai que dans les discussions qu'on a eues toutes les deux en préparation de cet événement, je pense que le mécénat privé est aussi très intéressant parce que je disais, c'est notre cas par exemple. Moi, j'aime beaucoup aller tester des zones qui pourraient être perçues comme des thématiques politiques, par exemple. On a une liberté plus grande d'aller tester des modèles ou des sujets qui sont parfois politiquement sensibles. L'éducation nationale, par exemple. L'éducation, enfin la diversité, c'est vrai que le sujet de la diversité qui aujourd'hui est au cœur du débat, je pense que c'est des sujets qu'on a abordés il y a plus de 15 ans.
qui pour moi était, alors après probablement par mon éducation, puisque j'ai toujours grandi dans les pays étrangers, enfin c'était quelque chose de totalement évident et simple. C'est vrai qu'en France, c'était un sujet au départ assez sensible, pas complexe, mais sensible. Aujourd'hui, pas. Et c'est dans ce sens que les fondations sont intéressantes aussi, d'aller chercher des zones inconfortables. Oui, et on va revenir évidemment tout au gré de cette discussion sur des exemples très précis qui vous concernent, qui concernent vos fondations, Ariane de Rothschild. Jean Lemierre, je pense que ces propos introductifs peuvent éclairer aussi la mission de mécène et banquier pour BNP Paribas. Est-ce que vous mettez en avant ce mécénat pour redéfinir le rôle de votre groupe, de votre banque dans ce monde qui change? Oui, bonjour. Bonjour. Je voudrais revenir une minute sur ce que Ariane de Rothschild vient de dire très bien. Je ne viens pas de la même formation. J'ai été formé en France. Une grande partie de ma carrière est au service de l'État et une deuxième partie dans une entreprise privée. Alors, je voudrais simplement dire que notre conversation se déroule dans la culture européenne, qui est quand même marquée, à la différence de la culture nord-américaine, par un modèle social qui est la social-démocratie, qui gère une grande partie de nos préoccupations. Et sans faire trop de comparaisons, je préfère la social-démocratie à ce qu'on voit ailleurs. Hein. Soyons clairs, entre nous, notre modèle référentiel dans lequel nous vivons est différent. L'État est certainement pâteau et lent, il a simplement été remarquable. Si l'État n'avait pas été là en février-mars dernier, nous n'aurions pas la conversation que nous avons là. Bon. Il a réagi vite, bien, profondément, et il est l'expression majeure de la solidarité. Alors, l'État, il a quand même une difficulté, c'est qu'il agit massivement, il est capable de mobiliser des moyens absolument extraordinaires, mais il est peu innovant. Il est peu innovant et il donne peu d'initiatives aux citoyens. Et nous sommes tous des citoyens, nous sommes peut-être des agents économiques, nous sommes certainement des électeurs, des contribuables, mais nous avons aussi des idées et on a envie de les développer, on a nos solidarités, nos contacts, et puis notre imagination. Et c'est ça qui est très important dans le mécénat, et surtout par temps de crise. Il y a toute une série de préoccupations dans la société, que ce soit sociale, que ce soit culturelle, qui s'expriment ou économiques. Je parlerai d'économie solidaire tout à l'heure, si vous le voulez, mais qui suppose de donner beaucoup d'initiatives aux individus, à chacun d'entre nous, à nos concitoyens, qui ont une richesse et une vitalité fantastiques. Et c'est ça que le mécénat permet de financer, c'est ça que le mécénat permet d'aborder, permet de relâcher ces forces vitales qui existent et dont il faut bénéficier. Et puis d'explorer des choses peu convenues, nouvelles, notamment dans toutes les questions d'égalité, sur toutes les questions de solidarité, de diversité. Il est clair que la société est très, très innovante et quelque part plus innovante que l'État ou les institutions établies. Donc, pour une banque comme BNP Paribas, rappelons une minute qu'on est une banque, on est une entreprise, mais une banque c'est un peu particulier, ça vit profondément dans la société, au contact de la société. Nos collaborateurs rencontrent des millions de clients tout le temps, donc sont au contact de tout ça. Et on ne peut pas être une banque sans se préoccuper de ce qu'est la société, des réactions de chacun d'entre nous et de la diversité. La banque, c'est la partie économique, financière, avec des résultats, mais il y a autre chose. La vie ne se résume pas à ça, loin de là, même si certains ont essayé de le faire croître à certains moments. Il y a autre chose. Et nous nous exprimons, chacun d'entre nous, ailleurs et autrement. Quand on est une banque, on le sait, et on doit y contribuer. Donc je reviens à la question que vous m'avez posée, peut-être pour protéger un peu l'État quand même, qui a un rôle important, mais le mécénat est bien sûr tout à fait fondamental, tout à fait lié à nos activités. C'est encourager l'innovation, la prise de risque, qui est toujours au cœur des activités bancaires. C'est là que se passe la société de demain,
c'est dans ce type d'activité. Et on voit bien, quand on regarde l'évolution du mécénat sur 30 ans, à quel point le mécénat a toujours été à l'avant-garde, hein, de toutes ces innovations, de tous ces besoins, de toutes ces difficultés, de toutes ces crises. Hein. Il y a pas, c'est un ensemble vaste et complexe dans lequel le talent individuel se déploie parfaitement. Donc, oui, c'est au cœur de nos métiers, c'est au cœur de nos réflexions. Et encore une fois, je ne pense pas qu'on puisse être une banque au service de ses concitoyens si on n'est pas très proche de leurs préoccupations et qu'une manière de l'être, c'est le mécénat. Avec discrétion, pudeur et pas de générosité ostentatoire, enfin, pas pour tous les mécènes et pour ceux qui sont représentés aujourd'hui. Ça nous différencie aussi du modèle anglo-saxon, mais peut-être qu'il y a un travail à faire sur l'acceptation du mécénat en France. On va y revenir, et sur l'image qu'ont les mécènes, qu'on ne valorise pas. Et je suis journaliste et bien placée pour les savoir, hélas, suffisamment peut-être dans les médias. On parlait d'initiatives à encourager et d'initiatives aussi particulière, Nicolas Chaban. Vous qui êtes patron et fondateur de C'est qui le patron, vous avez allié votre expertise, votre expérience et une dose de philanthropie avec un fonds de solidarité. Expliquez-nous un petit peu votre positionnement dans ce sujet qui nous intéresse. Bonjour Nicolas. Bonjour, bonjour. Alors vous avez parlé de moi, mais je ne suis qu'un élément d'une coopérative de consommateurs. On s'est rassemblés il y a 4 ans, on a créé une marque qui s'appelle C'est qui le patron, avec un seul objectif, soutenir les producteurs. Il n'y a pas de pub à la télé, il n'y a pas de commerciaux, et c'est la marque la plus vendue en tant que nouvelle marque depuis 40 ans. Je veux dire ça pour dire qu'il y a un autre chemin. Quand on se mobilise, on peut faire des choses solidaires. Pour ce qui est de la partie mécénat, alors nous, on n'a pas appelé ça comme ça. Ça s'est fait un peu… Je vais vous raconter une histoire très concrète. On vend du beurre, du lait, des œufs, et au moment du confinement, premier confinement, les ventes se sont envolées, évidemment, la ruée dans les supermarchés. Et on a vu, nous, petite marque à notre échelle, petite marque de consommateurs, 300 000 € de gains additionnels se positionner en 2 mois. 300 000 € liés aux ventes et aux achats finalement faits par des gens qui étaient également, eux, en grande difficulté. Et là, on s'est dit, alors c'est le principe communautaire de la coopérative de C'est qui le patron, on s'est dit, on ne va pas garder cet argent. On ne peut pas, nous, en temps de crise, alors que ça touche tout le monde, bien involontairement bénéficier de ventes records quand d'autres, et ceux-là même qui achètent ces produits, ferment leur commerce et sont en difficulté. Et finalement, à 98%, il y a eu un vote fait et on s'est dit on va les redistribuer. C'est comme ça qu'est né le Fonds de solidarité des consommateurs et citoyens. Une merveilleuse aventure avec des bénévoles qui sont des citoyens. J'en suis un, mais on est très nombreux. Et avec une particularité, c'est de se dire on va identifier partout autour de chez nous les gens les plus en difficulté. On constitue en 48 heures des enveloppes de soutien parce qu'il y a des situations dramatiques partout en France. Et finalement, c'est une partie des achats directement qui est redistribuée de cette façon-là. Et au-delà de notre expérience propre, parce qu'on l'a fait dans le principe de notre fonctionnement, on a vu arriver d'autres acteurs. Carrefour nous a dit ça a du sens. Alexandre Bompard a dit oui, on va mettre 250 000 € dans ce fonds de solidarité des consos, hein, entièrement organisé par les consos. Puis Panzani, une marque qui vendait beaucoup de pâtes, récemment Cdiscount, Nestlé même, a créé un premier fonds. Donc je veux dire par là que notre humble témoignage de consommateurs et citoyens, et M. Lemierre le disait, on est tous consommateurs et citoyens. Il faut sortir de l'idée qu'on est une petite famille isolée d'un monde qui s'appellerait les consommateurs. On est nous-mêmes consommateurs et citoyens, on est dans un grand tout là. L'argent des plus grands groupes ne provient que de l'achat individuel de gens qui peut-être sans trop de moyens ont fait à un moment donné un achat. Et pour finir, se redimensionner la possibilité que nos actes d'achat aient une résonance au-delà de l'acte d'achat direct sur des petites fractures à soigner, des environnements de crise à soutenir, c'est peut-être aussi un avenir, parce que ça nous associe, nous, citoyens, directement, et c'est cette mobilisation globale et bienveillante qui va changer les choses. Bien sûr. Comment on encourage l'innovation? Voilà, vous en êtes un des témoins, un des acteurs, conformément à ce que disait Jean Lemierre. Comment on favorise la prise de risque aussi? Ariane de Rothschild, là, je peux vous donner la parole. Lorsque l'on parle du mécénat qui peut transformer ce modèle de société.
prendre des risques sur des terrains parfois un peu compliqués. Vous parliez de la diversité tout à l'heure. Prendre des risques à la place de l'État aussi, parfois pour aider les pouvoirs publics, pour les soulager. Si l'on prend le cas de votre programme à l'école, peut-être pouvez-vous nous en parler maintenant? Alors non, je pensais plutôt vous donner l'exemple d'un programme qu'on avait lancé qui était un programme d'entrepreneuriat entre juifs et musulmans exclusivement, Oui. thématique qui aujourd'hui est au cœur du débat. Et c'est vrai qu'il y a plus de 15 ans, pareil, probablement venant de l'étranger, c'était quelque chose qui m'avait beaucoup interpellée. Et je trouvais intéressant de travailler les minorités et de voir comment, les minorités s'intégraient en France, d'une part, et pas qu'en France, parce qu'on avait ce programme sur des minorités en France, en Angleterre et aux États-Unis, qui sont des modèles d'ailleurs du rapport à l'identité, à la religion, qui sont très, très différents. C'est donc un programme d'entrepreneuriat dans lesquels on choisit une trentaine d'entrepreneurs par an qui ont un programme de business school. Donc, on l'avait développé avec Columbia aux États-Unis, avec une très forte, c'était tout l'aspect aussi humanities qu'on avait fait avec Cambridge. Pourquoi j'avais choisi des universités très prestigieuses? C'était pour vraiment valoriser ces étudiants aussi. Et donc, c'est des programmes qui durent 15 jours pour créer ces plateformes et cette zone de débat. Justement, qui ne se focalisait pas sur le conflit du Moyen-Orient. C'était c'était ces minorités, ou cette diversité, comment elles vivaient ou s'intégraient dans ces pays. Et c'était aussi leur donner le moyen de devenir des leaders significatifs de demain, voire d'aujourd'hui. Donc, le programme est très intéressant parce que, d'ailleurs, certains, sans les citer, vous avez dans le gouvernement actuel, certains qui ont fait partie de ce programme. Et c'est intéressant de voir, ça a créé une plateforme, justement, juifs, musulmans, et c'était intéressant de voir d'ailleurs les débats qu'il y avait et entre eux et à l'intérieur même des communautés. Oui, et ça fait 15 ans, par exemple, comment ça fait 15 ans que vous avez lancé ça? Donc, on a commencé les pilotes il y a 15 ans, et là, on est arrivé à un plateau, on est en train de se demander comment continuer, parce que c'est aussi autre chose que j'aime beaucoup faire, c'est démarrer des projets, avoir des projets pilotes sur des thématiques très ciblées, très précises, qu'on peut suivre, qu'on peut quantifier et réfléchir année après année comment est-ce qu'on fait évoluer ces programmes, de telle sorte qu'on puisse après les mettre ou les partager ou, comme vous disiez, par exemple, l'école de la philanthropie, le mettre à la disposition de l'État. Oui, c'est intéressant. Ça rejoint ce que disait Jean Lemierre, c'est-à-dire que vous prenez les risques, vous prenez le risque de mettre en place ces programmes, et une fois que ça fonctionne, vous déléguez. Oui, c'est justement retravailler le partenariat et dire nous, on prend les risques, on va dans des zones peut-être un peu inconfortables qui sont, mais de telle sorte, parce que un des sujets, même comme dans les business, c'est comment est-ce qu'on prend de la taille. C'est le scaling, comment du petit programme on arrive à multiplier. Parce que je pense que quand bien même si les fondations, certaines ont beaucoup d'argent, on a une limite financière. C'est-à-dire qu'il n'y a que l'État qui après puisse prendre la main sur des thématiques à grande échelle, sortant du territoire que nous explicitait très bien tout à l'heure Axel Davzac pour la Fondation de France. Jean Lemierre, ce que vient de dire Ariane de Rothschild vous parle, j'imagine, à la fois sur l'innovation, sur la prise de risque, sur des projets extrêmement ciblés. On ne s'interdit pas non plus des thématiques pour votre groupe, en l'espèce, BNP Paribas? Non, j'ajouterais peut-être une dimension pour ce qui nous concerne, comme beaucoup d'entreprises. Il y a autour de ces questions une très grande mobilisation des collaborateurs des entreprises. Et c'est un point important parce qu'il y a un élément de motivation, il y a un élément de compétence, de temps consacré, de disponibilité. Mais la dimension
comment dire, sociétale, affective, au-delà de l'activité professionnelle, est extrêmement importante. Donc, c'est souvent dans ce type d'action, via des collaborateurs, qu'on traite le mieux le problème qu'on a à traiter. Et comme Ariane de Rothschild le disait, avec innovation, avec des démarches nouvelles. Et ça, c'est très important. Alors, chacun a ses centres de prédilection, les zones dans lesquelles on se retrouve mieux, dans lesquelles on a peut-être plus de compétences. Chez BNP Paribas, il y a un certain nombre de zones de cette nature, la culture, la solidarité, le sport est important également. Et tout ça sont des éléments de très forte insertion dans lesquels, à chaque fois, il faut pousser les sujets au bout. Autrement dit, la grande force du mécénat, c'est de ne pas essayer de refaire ce qui a déjà été fait, de ne pas recopier ce qui a été fait, mais à chaque fois de mettre beaucoup d'intelligence, beaucoup de ressources, à la fois internes et de mobiliser des ressources externes, pour, dans ces différents secteurs qu'on a choisis, faire le mieux et le diffuser le mieux possible. Ce n'est pas facile. Soyons honnêtes, tout n'est pas réussi. Il y a parfois des échecs, c'est la vie, ça. C'est normal, hein, il faut l'accepter. Il ne faut pas traîner les échecs et il ne faut pas s'embourber dans les échecs. Hein. Et tout ne fonctionne pas parfaitement, mais il y a d'extraordinaires pépites. Il y a des choses absolument extraordinaires qui se réalisent et qui, bien sûr, ont beaucoup de valeur en tant que telles et ont un effet démonstratif tout à fait considérable. Alors, quant au secteur, je reviens à votre question. Je pense qu'encore une fois, chacun a ses choix, ses zones de prédilection. L'essentiel est que la diversité soit telle qu'on ne fasse pas tous la même chose. Ça n'a pas beaucoup de sens. Il faut couvrir une gamme très, très vaste. Il faut peut-être aussi, vous l'avez dit tout à l'heure, rester modeste. On ne fait pas ça pour son nom et sa gloire. On fait ça parce qu'on est des citoyens et qu'on est impliqué dans la société. Et donc, dans les thèmes qu'on choisit, il ne faut pas hésiter à prendre des thèmes difficiles, durs, dans lesquels on essaie d'aller plus loin. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas pour nous-mêmes que nous le faisons, c'est pour les autres. Ariane de Rothschild, je peux vous faire réagir là-dessus parce que vous avez cette expérience aussi internationale. Voyez-vous plus de difficultés à développer ce type de mécénat stratégique en France par rapport à Israël, par rapport aux autres nations, territoires sur lesquels vous investissez justement? Là, je souriais parce que c'est vrai, ce qu'a dit Jean Lemierre, j'ai trouvé très intéressant parce que c'est vrai que ce programme juif-musulman, je pense que j'ai été à peu près aussi critiquée par la communauté juive que la communauté musulmane. Donc, c'est vrai que ça me fait sourire parce que voilà, c'était mal perçu, mal vécu. Et voilà, parce que c'est vrai qu'il y a des thématiques voilà, qui sont… et qui me tenaient très à cœur, parce que je pense que ce qui est intéressant dans la philanthropie, c'est aussi des convictions fortes. Hein. Enfin, faut aller dans ses convictions, et c'est pas toujours très bien compris au départ. Et voilà, j'ai trouvé sa remarque très intéressante. Après, moi, il y avait un point, effectivement, ce que je trouve aussi, ce qu'on est en train de voir en France, je trouve très enthousiasmant, c'est de voir aujourd'hui à quel point les différentes fondations travaillent ensemble. Ça, c'est une très, très grande évolution qu'on voit. On avait tendance à être un peu chacun dans sa bulle, dans son territoire. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de collaboration de fondation à fondation, ce que je trouve vraiment très, très positif, avec effectivement une volonté commune de travailler ensemble dans certaines thématiques. Donc nous, on a vu une très grande évolution dans ce sens. D'ailleurs, il nous arrive très souvent de travailler avec BNP Paribas sur des sujets sur l'entrepreneuriat, par exemple. Enfin, on est co-sponsor, enfin, c'est très fréquent. Et ça, je trouve que c'est intéressant, parce que on essaie d'associer des compétences différentes. Effectivement, financièrement, enfin, d'avoir plus d'impact. Mais c'est aussi savoir qui est spécialiste dans quelle matière pour essayer d'avoir un impact plus important, collectivement.
Elle va nous donner son éclairage au niveau de l'OCDE dans quelques secondes. Mathilde Mistika, je voudrais juste vous interroger, Nicolas Chaban, comme citoyen aussi sur ce monde que vous avez découvert il y a quelques mois maintenant, ce monde du mécénat, de la philanthropie. Comment vous réagissez, comment vous vous inscrivez justement dans ces programmes, dans ces concertations, dans cette innovation du mécénat? Alors, il y a une chose qui est importante parce que peut-être à souligner, c'est qu'on ne se rend pas assez compte, je crois, en tant que citoyen, de tout ce qui est fait par les fondations. Et ce qu'on a ressenti, nous, quand on a dédié ces budgets avec finalement d'autres acteurs qui nous ont rejoints dans ce fonds de solidarité créé par des citoyens, on s'est rendu compte que ce qui était important pour nous, c'était de mesurer l'impact positif de ces aides et de ces soutiens. C'est comme ça que spontanément, partout en France, les citoyens, quel que soit le sujet, le dossier, là il y a un programme d'aide pour le personnel soignant, il y a des salles de repos qui sont créées, eh bien il y a des citoyens avec cet iPhone qu'on a tous ou cet Android qui viennent témoigner du fait que voilà, ça faisait 3 ans que ça n'avait pas été réaménagé, il y a de l'humain, il y a du témoignage. Et cet écho et cette résonance que nous, citoyens, on peut donner sur le résultat et la conséquence positive du mécénat ou de la philanthropie, c'est un élément important parce que si on veut qu'il y ait plus de partage, il faut qu'on en mesure la valeur encore plus. Voilà. Donc je sais qu'il y a une forme de sobriété. C'est compliqué quand on fait du mécénat, Madame le disait, c'est compliqué d'à la fois le faire et vouloir le dire, mais on a cette solution, et d'ailleurs il y a des fondations qui nous rejoignent, en disant écoutez, on finance un programme par le Fonds des citoyens et vous allez le vivre et le faire ressentir peut-être aux autres parce que ça donnera une chance à d'autres de venir soutenir et peut-être à ces actions d'être encore mieux comprises parce qu'elles sont très importantes. Voilà la petite originalité de ce qu'on a fait nous cette année. Oui, mais ça peut vous faire réagir, Jean Lemierre, parce qu'il y a justement cette difficulté de faire sans dire, mais de faire savoir quand même qu'on est dans une société solidaire et qu'on ne fait pas simplement ça pour la marque, ni pour le dispositif fiscal, on fait ça aussi pour le bien social et le lien social. Oui, je voudrais simplement faire deux remarques. La première, c'est que dans le temps, bien sûr, les préoccupations et les priorités évoluent, comme la société évolue. Et il y a des thèmes qui sont traités aujourd'hui qui n'auraient pas été traités il y a 30 ou 40 ans, ou moins bien traités, moins massivement. J'en ai deux à l'esprit qui deviennent très importants dans notre propre logique. C'est bien entendu toutes les questions liées à l'environnement et au changement climatique. Et il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup d'initiatives à prendre en la matière. Et puis, il y a l'entrepreneuriat. Vous l'avez évoqué, vous-même, monsieur, vous en êtes un exemple. Cette notion d'entrepreneuriat, il y a 30 ans, n'aurait pas été au cœur d'action de mécénat. Donc, ça évolue énormément avec le temps. Il faut être adaptable, il faut comprendre ça. Et le mécénat est probablement une dimension extrêmement vivante de l'activité des entreprises. Beaucoup plus qu'on croit. Et il y a beaucoup de diversité. Alors, une fois qu'on a dit ça, chacun a son approche. On ne fait certainement pas du mécénat pour des raisons fiscales. Ça, j'en suis profondément convaincu. Mais oui, le mécénat peut être utile en termes de démonstration de ce qu'est une entreprise. Vous avez évoqué, madame, tout à l'heure, l'idée de la raison d'être. Et dans l'idée de la raison d'être, il y a bien sûr, il y a le mécénat. On exprime ce pourquoi on est fait et ce à quoi on se destine. Enfin, le mécénat, fondamentalement, c'est autre chose. C'est participer à la société, pour aider à régler des problèmes. Nous avons tous, individuellement, mais aussi collectivement dans nos entreprises, des débats, des convictions, des choses qu'on a envie de faire partager, des choses qu'on a envie de faire avancer. C'est ça notre contribution. Et encore une fois, j'insiste beaucoup, ce n'est pas une contribution pour nous. C'est une contribution pour la société. Nous sommes des citoyens et c'est notre manière d'être. Il y a beaucoup d'autres manières. Vous avez des gens qui le font brillamment sur le plan intellectuel, qui participent à l'évolution de la société. Vous avez des chercheurs qui font des choses tout à fait remarquables. Chacun s'exprime dans la société de manière diverse, apporte des choses différentes. Mais je crois que ce que les entreprises peuvent faire au travers du mécénat, c'est appliquer leurs convictions pour essayer de faire que le monde soit un peu moins mauvais, un peu meilleur. C'est un peu simple de dire ça, mais on ne le fait pas pour des raisons financières, on le fait pour ces raisons-là. Et l'homme et la femme, c'est ça aussi, c'est ses convictions.
Alors, je sais bien qu'on est dans une période dans laquelle on n'aime pas beaucoup parler de conviction. Ça paraît difficile, dérangeant, mais heureusement qu'on a des convictions et qu'on a des convictions assez positives. Mais comme le monde change et que vous n'avez pas envie de le regarder changer sans vous y inscrire, et c'est normal, 350 ans d'existence pour cette banque, pour ce nom de Rothschild et tant de contributions aussi sociales, Ariane de Rothschild. Je reviens un petit peu à ma question. Est-ce qu'il va falloir aussi qu'en France, l'image de marque des mécènes, des philanthropes s'améliore? C'est-à-dire qu'on aille au contact vraiment des citoyens, des entrepreneurs et qu'il y ait cette mise au point de votre investissement social, justement? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est nécessaire? Je trouve curieux, alors je ne vais pas dire est-ce que c'est nécessaire. Je trouve dommage qu'en France, on ne valorise pas suffisamment, le fait que les Français ou le Français est une personne qui donne toujours. C'est vrai, c'est dans les pays, dans la population qui est la plus généreuse, la France est dans le top 10. On ne le dit jamais, jamais. Je trouve ça très dommage parce que je ne comprends pas pourquoi. Je trouve que ça devrait être valorisé. Donc, je pense que ça va déjà être valorisé au niveau du citoyen, de tous les citoyens français, parce que beaucoup donnent tous les ans, toujours. Ça, c'est un. Deux, moi, historiquement, on était extrêmement silencieux, comme beaucoup de fondations en France, sont très, très discrètes, très silencieuses. À un moment donné, il y a deux raisons pour lesquelles on est devenu plus visible. Un, parce que c'était une façon aussi d'être exemplaire vis-à-vis de la banque, parce que nous, ce sont les fondations familiales et non bancaires. C'est deux mondes complètement, j'ai un mur total entre les deux entités. Sauf que je voulais aussi engager tous mes employés. Je voulais qu'ils aient envie de s'engager eux-mêmes. Donc, hormis le fait d'amener des programmes de nos fondations à l'intérieur de la banque pour qu'ils deviennent des mentors, qu'ils contribuent, je voulais vraiment que ça les inspire et qu'ils aient envie eux-mêmes de s'engager. Et puis, encore une fois, je trouve dommage qu'on ne parle pas. Il y a des fondations en France qui font un travail, mais vraiment exceptionnel, dont on ne parle jamais. Et c'est un peu dommage d'avoir une espèce encore, beaucoup moins, mais un côté un peu étonné de pourquoi certaines personnes donnent autant d'argent pour faire du bien. Et je trouve qu'au contraire, c'est quelque chose d'inspirant, et je pense que c'est d'autant plus inspirant pour les jeunes générations. Donc, je pense qu'il faut aussi avoir en tête, entre nous, on est des gens matures, engagés, etc. Mais je pense qu'on a aussi une responsabilité d'emmener les jeunes générations. Jeunes, je dis vraiment les enfants, leur donner vraiment le goût de donner. Et de le valoriser, de trouver que c'est quelque chose de bien. Ouais. Tout au long d'un projet, hein, et ça c'est le sens de votre école de la philanthropie aussi, dont on aurait pu parler, Ariane de Rothschild, Jean Lemierre et Nicolas Chaban. J'aimerais qu'on écoute maintenant l'observation un peu plus au niveau mondial de Bathilde Misika, qui travaille à l'OCDE et qui connaît très bien ce champ de la philanthropie, de ses différentes compétences. Bonjour Bathilde, et on vous laisse un petit peu nous structurer les choses pour qu'on comprenne mieux à l'échelle internationale ce qui se passe et ce qui se dit. Merci Wendy, et c'est un grand plaisir d'être là avec vous. Alors là, on va faire un saut immense pour avoir un peu une vision d'ensemble de la philanthropie mondiale. Donc, au sein de l'OCDE, je dirige le réseau des fondations qui travaillent pour le développement. Et nous avons monté aussi un centre sur la philanthropie qui se spécialise dans les données et les analyses de la philanthropie pour le développement. Alors, quand on se demande si le mécénat, la philanthropie peut être utile face à la crise, on pense immédiatement au montant. On pense à combien. Donc, tout d'abord, là, on va faire preuve d'un peu de sobriété. Bien sûr, la crise a un impact. Le financement qui était estimé pour atteindre les objectifs de développement durable en 2030, bien sûr, est davantage en déficit puisqu'on est face à une récession mondiale. Donc, nous avons estimé à l'OCDE
qu'il y a 2500 milliards de déficit annuel supplémentaire pour atteindre les ODD. Donc, on attend 700 milliards de baisse de financement privé en 2020, ce qui fait que, bien sûr, cela rend la tâche un peu plus complexe. Mais tout n'est pas noir dans ce paysage. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, il faut remettre en perspective. Bon, déjà, la philanthropie ne va pas sauver le monde, enfin en tout cas, probablement d'une façon non financière, par les innovations dont nous avons parlé, par sa proximité avec le citoyen et les problèmes au plus près du terrain. Mais il ne faut pas penser que toutes les fondations ont des dotations comme celle de la Fondation Gates. Les philanthropies, quand on le remet au niveau mondial, sont à peu près au niveau de 5% de l'aide publique au développement. Donc, on parle d'une goutte d'eau. Néanmoins, lorsqu'il s'agit par exemple de secteurs comme l'éducation, qui est le deuxième secteur le plus soutenu après la santé au niveau mondial dans les flux vers les pays en développement, la philanthropie occupe une place tout à fait honorable. Et elle est même la première, la philanthropie pour l'éducation est même la première dépense des philanthropes domestiques en Afrique du Sud, en Colombie et en Inde. Donc, on s'aperçoit véritablement que dans ces économies émergentes, on voit un véritable poids des philanthropes, notamment qui va être amené à augmenter en volume, notamment parce que l'aide publique au développement de ces pays émergents, au fur et à mesure où ils deviennent des pays à revenus intermédiaires, puis des pays à revenus élevés, les aides au public au développement vont baisser. Donc, le poids de la philanthropie relatif est amené à augmenter. Diapositive suivante, s'il vous plaît, Léo. Voilà. Alors, les ressources des fondations, bien sûr, ne sont pas infinies. Là, ce sont des chiffres qui vont être renouvelés parce que nous allons publier le volume 2 de cette étude. Mais en attendant, je pense qu'ils sont quand même significatifs. D'où viennent les fonds au niveau mondial des fondations qui alimentent les pays en développement? Alors, de leurs dotations propres en majorité, mais aussi de donations d'entreprises, d'individus. Ça a été mentionné, la générosité individuelle est importante et il ne faut pas la négliger. Et puis enfin, d'autres organisations. On attend bien entendu que ces ressources se contractent parce que quand il s'agit des fondations d'entreprise, bien sûr, les fondations ne vont pas être immunisées de la crise. Mais encore une fois, pas de fatalité. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors là, en avant-première, nous nous sommes dit que nous allions vous présenter donc, des chiffres que nous n'avons pas encore publiés. Nous avons réalisé une étude assez rapide sur un échantillon de 25 fondations dans les plus grosses mondiales qui financent l'éducation pour leur demander quelles étaient leurs intentions face à la crise et quelles étaient leurs nouvelles priorités, notamment lorsqu'il s'agit d'éducation. Pourquoi l'éducation? Parce que c'est un secteur qui a été mis sur le devant de la scène énormément. Nous avons vu, nous parents, nous avons eu nos enfants à la maison, en tout cas en France, lors du premier confinement. Nous avons vu les effets néfastes de la disruption de l'ouverture des écoles, notamment dans les pays en développement, dans des communautés où, lorsque les enfants arrêtent d'aller à l'école, on voit que leur niveau plongeait assez vite. Certains ne retournent pas parce que leurs familles se sont davantage enfoncées dans la pauvreté et que donc ils ont besoin des enfants pour travailler. Et donc, c'est un effet évidemment catastrophique. Donc, 54% de notre échantillon a dit qu'ils allaient maintenir leurs ressources équivalentes ou les augmenter entre 2020 et 2021. 86% vont dépenser donc, leurs fonds à travers des intermédiaires qui sont des ONG nationales. Et donc là, une vraie volonté d'être au plus près des bénéficiaires et du terrain. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'on a pu observer très largement. La volonté, encore une fois, d'aller là où sont les défis pour la population, pour les plus vulnérables et pour les populations les plus éloignées. Alors, quelle priorité de ces philanthropes de l'éducation?
D'abord, je pense que maintenant, il est clair pour tous que l'enseignement à distance va prendre une place très importante dans nos vies. Il s'agit d'avoir une connexion Internet, mais pas que. Et alors là, je voudrais faire une petite mise en garde parce qu'on a vu un tel engouement pour la connectivité, le fait d'avoir accès à des outils digitaux, que ça nous a fait un petit peu penser à cet engouement au début des MDGs, où on pensait que le fait d'être à l'école était suffisant pour compter le nombre d'enfants qui étaient à l'école, ce qui n'est absolument pas une bonne mesure pour voir s'ils apprennent quelque chose, s'ils développent des compétences qui pourront ensuite leur être utiles. Donc, la connectivité est bien sûr un outil, mais était absolument insuffisante, n'est pas synonyme d'apprentissage. Néanmoins, l'enseignement à distance, ce qui veut dire que maintenant, vous devez avoir des enseignants qui soient formés aux techniques digitales. Les contenus doivent être adaptés. Il ne s'agit pas juste de mettre un iPad dans les mains de chaque enfant. Enfin, des méthodologies flexibles, puisque, comme on l'a vu, au fil aussi des contaminations, il faut mettre certaines populations à l'écart pour les protéger. Donc, il faut des méthodes hybrides. Et ça encore, les fondations mettent ça dans leur priorité numéro 2, de pouvoir avoir des contenus qui soient adaptés. Ça demande de repenser aussi les programmes. Il n'est pas facile, on n'enseigne pas les mathématiques de la même façon lorsqu'on le fait à travers un écran. Donc, ça demande une adaptation. Et enfin, les compétences socio-émotionnelles, c'est-à-dire l'autonomie, la prise de décision, le fait de s'affirmer, d'avoir une capacité de travail en autonomie forte. Ça, ce sont des compétences sur lesquelles il va falloir beaucoup insister, mais on observe que dans les curriculums nationaux, dans les pays en développement, ce n'est pas encore très présent. Et c'est là où la philanthropie déploie toute sa force, puisque ces compétences socio-émotionnelles, les philanthropes ont investi dedans depuis longtemps, ils ont fait des pilotes, et comme on le disait tout à l'heure, l'ambition est ensuite de pouvoir les amener à échelle pour qu'ils bénéficient le plus grand nombre. Et enfin, les enseignants, ne les oublions pas. On s'est aussi aperçu, je pense qu'on a tous un souvenir cuisant d'avoir essayé d'être, en tout cas pour ma part, un pseudo-enseignant très mauvaise. Ça ne s'improvise pas, si jamais on en doutait encore. Les enseignants, il faut les former, il faut qu'ils aient accès eux aussi à cet éventail d'outils qui vont être importants pour l'enseignement de demain, qui va être amené à être interrompu, secoué par des crises. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, excusez-moi, on va revenir en arrière parce que là, je pense que… non, une après Léo, s'il vous plaît. Voilà, on va s'arrêter peut-être encore un moment sur la suivante, s'il vous plaît. Voilà, sur le comment. Donc, comment est-ce que ces ressources philanthropiques vont être déployées? Alors, par plusieurs biais, mais encore une fois, la flexibilité, le monitoring de ces initiatives, parce que si on ne sait pas ce qui est utile et qu'on ne partage pas ces résultats, eh bien, on ne peut pas apprendre et on continue à avancer un petit peu dans le noir. C'est dommage. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, non, alors là, on est… Je crois qu'il n'y en a pas d'autres, Mathilde. Il me manque un support, mais voilà. Ce n'est pas grave. Allez-y sans support. Donc là, sur le monde d'après, si on devait exprimer 3 souhaits pour la philanthropie du monde d'après, qu'est-ce que ça pourrait être? En tout cas, nous, du côté du Centre sur la philanthropie. Alors, oui à l'innovation, mais ne pas se précipiter et penser que toute innovation est merveilleuse et va sauver le monde. Les interventions hâtives sont souvent très jolies, on adore communiquer dessus, mais elles ne sont pas déployables à grande échelle. Donc, oui à l'innovation, mais encore une fois, avec rigueur. Le nouveau modèle, ce serait d'être à l'écoute des partenaires. Je crois que là, on l'a entendu suffisamment ce matin. Je voudrais vous rappeler qu'avant la crise, 80% des flux financiers philanthropiques vers les pays en développement étaient fléchés. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils étaient fléchés? Ça veut dire qu'ils sont alloués à des lignes budgétaires particulières. Or, lorsque la crise arrive, une ONG a besoin de couvrir ses frais de fonctionnement, de payer ses salaires pour pouvoir résister
et que ce ne soient pas les grandes internationales qui ont les épaules plus solides et qui soient les seules à survivre. Donc ça, je pense qu'il y a une véritable prise de conscience qu'il faut soutenir les partenaires différemment avec un financement non fléché sur plusieurs années qui permettent de couvrir un certain nombre de dépenses. Et puis enfin, si je devais donc émettre des derniers souhaits pour une transformation philanthropique plus efficace, moins de partenaires, c'est-à-dire qu'on se resserre afin de pouvoir avoir une vraie relation avec ces organisations, notamment de terrain, et les accompagner par des appuis financiers et non financiers. Non financiers, ça veut dire accès au réseau, les aider en période de crise. Si vous avez 4 partenaires, Wendy, vous pouvez les aider. Si vous en avez 25, là, il est très possible que le soutien soit essentiellement financier. Si on avait 25 sur 50 pays, ça devient beaucoup plus compliqué. Donc, peut-être que mieux accompagner, avec davantage de transparence, et encore une fois, je ne pourrais jamais le répéter assez, avec un partage des données. Nous avons beaucoup de mal à obtenir ces données sur la scène philanthropique. Et si demain, vous héritiez d'une fondation, Wendy, et que vous ne savez pas qui fait quoi et où et qui dépense combien, comment est-ce que vous allez décider de comment dépenser cette dotation au mieux? Donc, voilà, un appel au partage, à plus de transparence et plus de confiance. Je pense qu'en dernier lieu, la crise est une crise aussi de trust, vraiment de confiance. On a peur de l'autre, on a peur d'être contaminé, on s'est éloigné parce que ça fait partie aussi des mesures obligatoires. Mais la transparence, ça doit s'accompagner de davantage de confiance. Et cette confiance, elle se développe dans la collaboration, dans le partage des leçons et le partage des échecs aussi. Voilà, je vais finir sur ces mots et je vous remercie beaucoup. Merci Bathilde Mistika pour ces études et une partie de ces études livrées en exclusivité pour ce Mécène Forum. Alors, je peux vous faire réagir immédiatement d'abord sur cette transparence pour susciter davantage de confiance demain. Ariane de Rothschild et puis Jean Lemierre. On n'a plus beaucoup de temps. Je n'ai pas très bien compris le sens de la transparence parce que, j'ai pas compris. Donc moi, je pense être parfaitement transparente et avoir de la transparence. Sur vos actions ciblées sur la dotation allouée à chacun de ces projets. Donc, vous l'êtes. Donc ça, après, les fondations familiales sont des entités privées. Hein, donc, c'est pas… après, nous qui sommes responsables de ces fondations, je vous garantis que j'ai une visibilité parfaite sur qu'est-ce qui est donné où, combien et pendant combien de temps et quels sont les impacts. Hein, parce que je pense que ça, c'est aussi un point. La philanthropie, elle a beaucoup évolué entre une philanthropie qui faisait des chèques, peut-être de façon extrêmement généreuse et peut-être pas toujours très efficiente, et une philanthropie qui a beaucoup évolué, qui est une philanthropie… je dirais quasiment géré comme un business, hein, qui a des marqueurs, qui a des milestones, avec lesquels d'ailleurs on travaille avec les donateurs, avec les récipiendaires de façon très proche, avec une très grande proximité, parce qu'on a un alignement d'intérêts entre la donation qu'on fait et la volonté vraiment d'avoir un impact et que ça marche, que ça réussisse. Donc je pense que pour le coup, la philanthropie, elle est quand même beaucoup plus efficiente qu'elle n'était. Elle a déjà muté. Jean Lemierre, vous rejoignez Ariane de Rothschild là-dessus. Vous avez déjà fait, vous, ce travail Oui, enfin, deux remarques. La première, je suis, moi, pour la transparence. La transparence des fondations, mais aussi, et je le dis à l'OCDE, la transparence des États. Soyons clairs, parlons équitablement de tout ça. Quand on mène une action dans des domaines notamment sanitaires, je pense qu'il faut allouer les compétences au mieux, allouer les ressources au mieux, et donc avoir, plus on peut partager avec l'OMS, avec les États concernés, plus l'action de mécénat est efficace et bonne. Le mécénat sait faire un certain nombre de choses, ne sait pas faire autre chose, et donc il faut éviter les overlaps, les déperditions d'énergie. Il faut une transparence un petit peu plus générale que la seule transparence des mécènes. Il faut une transparence aussi, une coopération avec des organisations publiques, notamment les pays émergents. Ma deuxième remarque, j'ai acquis une certaine expérience de ce sujet. J'ai dirigé une organisation multilatérale d'aide et je crois que ça marche bien quand on sait monter des partenariats. Et que le partenariat, il va dans les deux sens.
le partenariat il est généralement à trois. Il y a un gouvernement ou des États, il y a des mécènes, et puis il y a des organisations multilatérales. Et ayant été très proche du monde multilatéral pour avoir dirigé une institution dans ce secteur, je fais un appel aux institutions multilatérales pour prendre en compte le mécénat sérieusement, travailler sérieusement avec les mécènes, qui sont de vrais acteurs et de vrais partenaires. Bon. Il y a parfois un peu la tentation de dire on sait mieux, on fait des policies, on est plus compétent. Non, il faut chacun doit avoir de l'humilité face aux drames qui existent, aux difficultés qui existent. Il faut travailler ensemble d'une manière constructive. Je suis sûr que l'OCDE va aider ça. Alors, si je peux me permettre, le discours passe dans les deux sens. Réagir très brièvement. Je suis tout à fait d'accord, Monsieur Lemierre. Ce qu'on prend comme modèle, quand on compare la philanthropie pour le développement, c'est donc les montants d'APD, donc l'aide qui est donnée par les États. Donc là, celle-ci, elle est faite dans la plus grande transparence. Vous pouvez aller voir les chiffres, vous pouvez savoir combien le gouvernement français donne, dans quel secteur, à travers quelles organisations. Et donc, on aimerait avoir le même degré de transparence. Bien sûr, ça prend du temps. Culturellement, ça va varier aussi selon les territoires, mais je pense qu'en France, on peut faire quand même un petit peu mieux en termes de transparence. Par rapport à l'APD française, les fondations, je pense, françaises peuvent répondre aussi un petit peu plus à l'appel. Traditionnellement, la philanthropie pour le développement n'est pas le fer de lance de la philanthropie française. Je pense qu'il faut le dire clairement. Ce n'est pas une critique, c'est un fait. Donc, alors peut-être que Ariane de Rothschild peut réagir ici parce que c'est quand même l'une de vos missions, hein, voilà, ancrer justement ce mécénat aussi de développement sur les terrains étrangers par le biais de vos collaborations d'ailleurs et de vos fondations. Oui, alors nous, en particulier en Afrique, mais on le fait de façon extrêmement ciblée. Alors encore une fois, c'est vraiment orienté principalement sur tout ce qui est entrepreneuriat social. Parce que notre volonté, c'est d'essayer de développer le tissu économique de certains pays. Et donc, c'est vrai qu'on le travaille sur deux volets différents. Un côté bancaire à travers des fonds d'investissement, parce que ça, c'est une posture que j'ai depuis des années, c'est de dire pour aider l'Afrique, faut l'aider économiquement, enfin, leur donner les moyens. C'est pas de pêcher à leur place, mais c'est leur donner la canne à pêche pour être eux-mêmes, voilà. Donc, au niveau financier, donc ça, c'est purement bancaire. Vraiment travailler sur le tissu des petites et moyennes entreprises et au côté philanthropique. Donc, complètement différent, c'est aussi donner les moyens à des jeunes entrepreneurs d'émerger. Donc, c'est surtout des compétences, je dirais, non financières, c'est-à-dire know-how, les aider à monter leur bilan, enfin vraiment. Et c'est là où c'est intéressant parce qu'après, je renoue avec l'entreprise. C'est-à-dire que je demande souvent à nos banquiers de libérer du temps, enfin, d'être des mentors, enfin, d'accompagner et de leur donner de la compétence. Merci Ce qui d'ailleurs est très intéressant parce que je disais, je pense qu'une des plus grandes gratifications, c'est le retour des banquiers. Je pense que ce qui m'a le plus fait plaisir, c'est que ce soit les banquiers qui me disent merci et non pas les entrepreneurs, parce que ça m'a beaucoup touchée en disant merci parce qu'on n'avait pas réalisé, on avait oublié à quel point c'était difficile d'être un petit entrepreneur dans un pays en développement, même en France d'ailleurs, on soutient beaucoup d'entrepreneurs et ça les a énormément enrichis. Et c'est intéressant de voir comment année après année, la courbe de volontaires en interne à la banque monte de façon spectaculaire. Parce que les gens se prennent vraiment au jeu et c'est une vraie gratification pour eux de voir qu'ils ont une vraie contribution autour d'eux. Nicolas Chaban, vous voulez réagir? Un mot très rapide. Vraiment, ce qui ressort aussi en filigrane de tout ce qu'on se dit, c'est l'importance de cette transparence. Alors, ce n'est pas de l'intrusivité, mais on ne peut pas avoir un monde des fondations dans un donjon et puis des citoyens qui consomment, puisque nos actes d'achat façonnent à une vitesse phénoménale le monde qui nous entoure. On a même un projet là, avec la BNP sur le fait de tracer une assurance santé, je crois. Où va notre argent?
C'est-à-dire qu'on ne peut pas ne pas prendre en compte cette notion qui implique dans cette crise globale tout le monde. Où va mon argent? À quoi il sert? Comment Bien il sûr. est utilisé? Jusqu'où? Et comment il résonne derrière cet acte d'achat? Donc, je crois que c'est important que les fondations soient aussi actives, et bravo à elles, et qu'elles se rapprochent en transparence de ces citoyens qui sont un socle indispensable à leur existence. On avait une question d'ailleurs pour terminer pour vous, Nicolas, de Céline, dans notre question-réponse là, sur Zoom. Elle voulait savoir si ce principe de redistribuer la richesse supplémentaire générée par les achats pendant le premier confinement est resté vrai et valable depuis le début du second. Voilà, on a revoté. Ouais. 98% des sociétaires ont dit on redistribue. Vraiment, une info rapidement. Ces discounts, on a interpellé Amazon, vous faites des gains incroyables, bien malgré vous. Ramenez vers les commerces fermés ces moyens. Bon, on n'a pas eu de réponse, mais Cdiscount l'a fait. Et récemment, Ouais. Nestlé, c'est quand même un géant du monde agroalimentaire, le premier produit, il y a deux produits, pardon pour la précision, Chocapic et Fitness, je vais vous dire ce que c'est. Quand on achète ces deux produits, il y a 1 centime qui vient par ce fonds aller réparer toutes les petites fractures, les gens en difficulté qui subissent et sont impactés très durement par cette crise. Si on partage, on vend mieux aujourd'hui. Il faut que les entreprises se rappellent ça. Je n'ai pas le temps de vous raconter l'histoire de notre beurre qui donne 15 centimes pour préparer le bio de demain. Tout le monde a dit, mais vous rajoutez des centimes sur un produit qui n'en a pas besoin. C'est devenu en 18 mois le beurre bio le plus vendu de France. Donc je crois que créer de la valeur et être transparent, ça aide les entreprises économiquement à finalement se développer dans un monde qui a énormément évolué. Merci infiniment. Je vous ai donné un peu plus de temps parce que les échanges étaient nourris et je voulais que vous réagissiez aussi à l'enquête OCDE. Merci Jean Lemierre pour votre éclairage et pour vos actions au nom de la BNP Paribas. Merci Ariane de Rothschild Merci. pour celle au titre de son groupe déployé un peu partout en France et dans le monde. Nicolas Chaban, merci à vous. C'est qui le patron? Merci. À vous, un peu aujourd'hui. Hein. Les Et consommateurs. merci à Baptiste Messica, les consommateurs. Merci beaucoup. Il est 11h57. Merci. Vous êtes 253 à suivre encore cet échange pour cette plénière et on a beaucoup parlé de crise, de rupture de confiance, de nécessité de réinstaurer justement ce lien social pour avancer. On va donner la parole maintenant pour l'éclairage nécessaire après ces prises de position à Dominique Bourg, qui est philosophe, qui est spécialiste des questions environnementales que vous connaissez sans doute. Comment la crise peut-elle nous aider à construire ce fameux monde d'après, ce monde d'après dont on parle tant et qu'on aimerait voir émerger ensemble? Eh bien, Dominique Bourg, c'est à vous. Bonjour, j'arrive pas à mettre ma vidéo, je pense qu'elle est bloquée. Alors, elle est Voilà. bloquée. Ça y est, ça vient, ça y est, c'est parfait. Vous y êtes, on voit Merci. votre bibliothèque et on vous écoute, Dominique. Voilà, merci, bonjour. Bonjour. Donc, pour ma part, je vais pas parler directement de mécénat, même si je n'y suis pas étranger, puisque je travaille très longtemps pour la FNH et aujourd'hui pour une fondation suisse qui s'appelle Zoein. Mais non, là, mon propos, c'est plutôt de revenir sur le cadre dans lequel le mécénat à l'avenir va devoir se dérouler. Évidemment, vous vous en doutez bien, c'est le cadre commun. Et donc, on va repartir de la Covid, de la crise de la Covid. Et il me semble, pour comprendre ce qui nous arrive, parce qu'évidemment, ça n'est pas fini, vous le savez bien, eh bien, il faut replacer cette crise dans le temps long. Le temps long, c'est celui de ce qu'on appelle l'anthropocène, c'est-à-dire le fait que nous serions, à compter des années 50 du siècle dernier, entrés dans une ère géologique nouvelle caractérisée par le fait que l'humanité serait devenue la première force géologique. Ok, c'est vrai, ça fait à peu près 70 ans que c'est comme ça. Or, justement, on entre dans la deuxième phase de cet anthropocène. C'est-à-dire qu'en fait, on a beaucoup dégradé. Et puis, désormais, on va recevoir les effets boomerang de nos dégradations. Alors, évidemment, c'est en cours. Et je pourrais dire que l'année de l'entrée dans les effets boomerang, eh bien, c'est l'année 2018 à partir de laquelle, que ce soit dans l'hémisphère nord ou dans l'hémisphère sud, eh bien, le changement climatique est devenu quelque chose de très sensible. C'est-à-dire que depuis 2018, chaque été, australo-boréal, on a un fond continu de chaleur, donc ce départit pas, parfois dans la même saison, plusieurs canicules. Ça nous est arrivé ici en Europe en 2019, et ça vaut en fait pour les deux hémisphères. Et quant à l'hiver, eh bien, il est plutôt tiède. Si vous voulez, on a donc des étés qui peuvent être très chauds avec un fond de chaleur qui ne s'en va pas, et puis des hivers, des hivers, des automnes et des printemps qui sont plutôt, si vous voulez, tièdes que froids. Or,
La Covid, c'est la même chose. En fait, c'est un des effets de la dégradation de l'environnement général avec la contiguïté entre des activités humaines et des espaces sauvages vis-à-vis desquels il n'y avait jusqu'alors pas de contact. Et vous le savez, 60% maintenant des maladies émergentes, ce sont des zoonoses. Et puis, avec le dégel du pergélisol, on a aussi de ce côté-là d'autres menaces. Donc, malheureusement, j'espère qu'on va sortir de cette crise de la Covid dans l'année qui vient, au pire au début de l'année prochaine, mais nous aurons d'autres formes de pandémie parce que nous sommes rentrés dans un temps très long des perturbations massives, tout simplement de notre cadre de vie. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important et il faut bien l'avoir en tête. Et évidemment, ça change complètement la perception qu'on peut avoir de la crise de la Covid. C'est-à-dire parler du retour du monde d'avant, à partir des indicateurs qui sont les miens, je dois vous le dire, c'est quelque chose qui n'a aucun sens, même si en fait, partout, les gouvernements cherchent à revenir au monde d'avant par leurs investissements, etc. Pas m'étendre trop longtemps, je vais prendre un simple exemple. Un simple exemple pour le faire comprendre. Et ce que je vais vous dire là, c'est déjà dans les tuyaux, nous en avons déjà décidé. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on dégrade et les effets négatifs, destructeurs, ils arrivent très longtemps derrière. Donc en fait, les émissions de gaz à effet de serre, grosso modo, que nous avons accumulées jusqu'à aujourd'hui, eh bien, elles nous donnent une température moyenne à compter la décennie 2040 de plus 2 degrés par rapport, si vous voulez, à la température moyenne qu'on avait dans la deuxième moitié du 19e siècle. Aujourd'hui, on en est à 1,1 et on a écopé, si vous voulez, en gros d'1 degré en 40 ans. On va encore écoper d'1 degré, mais cette fois-ci en 20 ans. Donc, ça va aller 2 fois plus vite. Donc, portons-nous aujourd'hui dans 20 ans. 20 ans, c'est rien. Ça y est, nous sommes au début de la décennie 2040. Qu'est-ce qui se passe? Bien là, vous avez plus 2 degrés. Ça veut dire qu'en fait, dans les capitales européennes, vous aurez des maxima de température qui vont s'échelonner sur la dizaine des 40 aux 50 degrés. Je vous rappelle qu'en juillet 2019, à Paris, vous avez eu 42,6, vous avez eu 43 degrés en région parisienne. Dans un village de l'Hérault, un mois avant, vous avez eu jusqu'à 46 degrés. Ce n'est pas évidemment des températures. Si vous refeuilletez un guide bleu des années 50, vous verrez que l'Europe est un pays de cocagne avec en été des températures de 24 à 26 degrés. Vous voyez, on n'est plus tout à fait là. Et donc, vous imaginez bien que si c'est effectivement le cas, eh bien, et si on ne prend pas les devants, si on n'adapte pas nos villes, et dès maintenant, en les arborant beaucoup plus, en les végétalisant, en créant des coulées vertes et des coulées bleues, eh bien, dès la décennie 2040, on va assister, non plus à un exode rural, ce qu'on a connu au XXe siècle, mais un exode urbain, tout simplement parce qu'il deviendra absolument impossible. Alors, il n'est pas clair ce qui me semble, c'est qu'on va devoir faire le choix. C'est-à-dire le choix entre la 5, la 6, la 7G, le choix entre la voiture autonome, etc. Et puis la refonte, excusez-moi, de nos cadres urbains. Mais disons, pour donner un peu une touche, si vous voulez, philosophique à cette affaire, eh bien, je voudrais vous montrer en quoi, finalement, c'est l'évolution de nos connaissances qui, en général, débouche sur l'évolution de nos sensibilités qui nous a amenés au monde d'avant et qui va nous faire passer au monde d'après. C'était quoi le monde d'avant? C'est tout simple, ça naît, si vous voulez, alors je vais remonter assez loin, j'en suis désolé, mais ça naît à la fin du 16e, au début du 17e, avec ce qu'on appelle la révolution mécaniste, la naissance, si vous voulez, de la physique moderne et de la philosophie qui va se construire au prorata. Et donc là, on a l'idée, si vous voulez, d'une humanité hors nature, et d'une nature qui est qu'un stock de ressources. Et évidemment, ça va déboucher sur les économies modernes. C'est-à-dire les économies modernes, on doit produire un maximum, évidemment, on sortait de la misère, on doit produire un maximum, il n'y a pas de limite à nos productions, etc. Et aujourd'hui, vous le savez très bien, c'est nos flux de matière et nos flux d'énergie qui rendent la Terre de moins en moins habitable. Et si ça intéresse les gens, je peux leur donner des exemples très précis de ce que ça signifie, moins habitable. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que ces connaissances qui ont débouché sur l'animal-machine, sur l'idée que finalement, si vous voulez, la nature n'était qu'un stock à exploiter et indéfiniment, sans aucune limite, c'était justement nos connaissances. Or, nos connaissances, elles ont totalement évolué. Disons, le demi-siècle qui nous précède. L'idée d'une animal-machine, ça n'a absolument plus aucun sens. On sait que les animaux ont même accès à une certaine forme de sentiment moral, à des communications très sophistiquées, à des stratégies de pouvoir, etc. Et alors, ce qu'il y a de beaucoup plus extraordinaire, et ça, c'est les 20-30 dernières années qui l'ont montré, et on en est à parler maintenant aujourd'hui d'un
tournant végétal, c'est-à-dire que les plantes aussi, si vous voulez, les plantes aussi, eh bien, effectivement, déploient des stratégies, communiquent, savent leurs prédateurs, etc. Alors, évidemment, vous n'allez pas voir un arbre se planquer pour les requins. On a affaire à toute autre chose. Mais on a l'expression en général dans la nature, et pas forcément de manière subjective, comme un animal, on a l'expression d'une forme d'intelligence, si vous voulez. Et on voit bien que nos sensibilités, elles commencent à bouger au prorata. La cause animale, le véganisme, etc., c'est quelque chose de très fort dans la société. Vous avez aujourd'hui des courants qui sont similaires, si vous voulez, du côté de la sensibilité au végétal, du côté des arbres. Vous avez des études qui montrent à quel point notre santé est complètement dépendante de la relation au milieu, alors que nos villes sont, si vous voulez, des espaces essentiellement minéraux. Ne vous étonnez pas qu'on ait une explosion des maladies chroniques. Donc voilà, on prend conscience de tout ça. Donc les connaissances débouchent sur des sensibilités et l'association sensibilité et connaissances nouvelles, c'est en train de créer une civilisation nouvelle où l'acte de produire n'aura plus ni la même importance, on en aura toujours une bien sûr, ni la même place qu'il pouvait avoir autrefois. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, nous serons condamnés à vivre dans des déserts. Et comme vous le savez bien, dans un désert, on n'y vit pas sans importer, là où il n'y a pas du désert, de la nourriture. Donc voilà, si vous voulez, le cadre nouveau qu'on est en train de dessiner. Alors, qu'est-ce que sera le mécénat là? Je n'en sais rien. Ce que je peux vous dire, c'est que pour ma part, je travaille pour une fondation, donc la Fondation Zoein, dont l'objectif est justement de faciliter la transition écologique. Donc, ça peut être aussi la tâche des fondations qu'avec la liberté qu'elle a leur, de regarder un peu plus loin que le bout de son nez et de voir qu'on est dans un monde qui change très, très vite, à commencer biologiquement et physiquement autour de nous. Merci Dominique Bourg. L'urgence environnementale et ces exemples précis de cette nature aussi qui attend ce changement, qui pour certains se venge quelque part, en tout cas ces actions environnementales seront au cœur des réflexions cet après-midi, mais aussi demain, puisque le Mécène Forum se poursuit. Merci Dominique. Et en conclusion, je voudrais vous laisser avec le président d'Amical qui a eu la belle idée de tenir malgré tout ce forum. Encore plus de 250 personnes à l'heure où nous parlons et 450 inscrits pour ces 2 jours. C'est dire que les enjeux et la réflexion est nécessaire sur le sujet. François Debiès, je vous laisse conclure cette séance plénière d'introduction donc à tous ces échanges et ces thématiques des jours qui viennent. Merci Wendy, merci à tous les intervenants qui nous ont fait une matinée passionnante. Alors en conclusion du colloque de l'année dernière, en 2019, dont le titre, vous le rappelez, était quelque peu provocateur, faut-il en finir avec le mécénat? J'évoquais en toile de fond des attaques médiatiques et gouvernementales contre le mécénat des grandes entreprises, le constat d'une crise de la démocratie qu'on voit reculer dans le monde au profit de divers populismes et qui accompagne dans notre pays la multiplication des fractures, la montée des inégalités, l'émergence de véritables séparatismes au sein de la société, nés de la délégitimation des élites et de la contestation grandissante des institutions. Mais qui aurait pu prévoir, il y a 1 an à peine, qu'une tornade sanitaire allait s'abattre sur le monde et aggraver encore ce malaise démocratique? La crise sanitaire n'a pas seulement des conséquences en termes de vies humaines. Elle n'entraîne pas seulement un effondrement économique durable, mais elle a aussi mis en lumière, de façon plus crue encore, sur la crise du politique, sur sa capacité à penser et à mettre en œuvre un projet de société reposant sur une définition pertinente et partagée de l'intérêt général. Par-delà les indispensables mesures sanitaires pour sortir enfin de l'épidémie, par-delà les colossales aides financières qui permettront, espérons-le, à l'économie de repartir, la société française ne pansera ses blessures et ne retrouvera son unité, sa cohésion aujourd'hui éclatée que par un travail en profondeur et dans une large concertation sur le devenir de cette communauté qui n'en est plus une, sur la reconstruction du lien qui s'est rompu, sur un projet de vivre ensemble qui transcende les particularismes, fasse renaître la confiance, qui nous redonne des objectifs communs reposant sur des valeurs communes, sur une vision à moyen et long terme qui fait aujourd'hui cruellement défaut et qui nous permettent demain, après-demain, de refaire nation. C'est précisément cela, le rôle du politique. Et c'est, depuis des années, des décennies peut-être, son échec majeur, son manquement le plus grave et le plus dangereux, tandis que se multiplient des problèmes certes d'une immense complexité, mais trop souvent mal analysés
mal compris, voire volontairement ignoré par manque de considération sur ce qu'est au bout du compte l'intérêt général, c'est-à-dire l'intérêt des femmes et des hommes qui composent la société et qui sont amenés à y vivre ensemble. Exemple actuel et frappant de cette défaillance du politique, le quasi-abandon dans cette crise du monde de la culture, grand oublié du discours présidentiel, malgré tout le soutien de la ministre en charge et malgré les diverses aides financières. Et on sait pourtant le rôle fondamental que joue la culture dans la société, comme créateur primordial de liens, comme intégrateur et unificateur, comme premier artisan d'une civilisation. Tout se rejoint, hélas, pour discerner que depuis des années, le politique n'a ni la volonté, ni sans doute le temps, ni une vision suffisante pour consacrer au moins une partie de son énergie et de ses compétences que l'on sait grandes, certes aujourd'hui sursollicitées, pour préparer notre avenir commun. Mais alors le mécénat, au défi de cette crise, de ces crises. Petit coup d'œil dans le rétroviseur. Lors de la crise financière de 2008-2010, les entreprises ont joué un rôle majeur, contribuant à amortir le choc social. Elles ont participé de façon active au financement de la solidarité, notamment en réorientant massivement leurs programmes de mécénat vers le social, au détriment souvent, hélas, de la culture, ne précisément tenant pas compte de son rôle social de fond, comme si elle se résumait à un simple dispensateur de loisirs. Mais le budget global du mécénat d'entreprise a néanmoins baissé de plus de 20%. Un tiers des entreprises mécènes, évidemment essentiellement des TPE et PME, ont cessé de l'être, bousculant violemment l'équilibre financier de nombreux acteurs associatifs. La crise actuelle sera plus marquée encore. Et l'inquiétude fondamentale de l'ensemble du secteur associatif et de celui de la générosité est immense, parce qu'ils ont déjà été fragilisés par des réformes successives qui ont affecté leurs modalités de financement. Le tsunami actuel risque fort de limiter le volume d'action des plus gros acteurs et de faire disparaître nombre de plus petits. Je ne suis pas inquiet sur les chiffres de 2020 qui commencent à émerger et devraient être confirmés par le baromètre amical le mois prochain. Il y a eu, dès le début de la crise, un élan de solidarité dans les entreprises petites ou grandes, sous des formes très diverses, qui aura certainement conforté les chiffres attendus pour cette année. Mais c'est la suite qui est inquiétante, et peut-être pour plusieurs années. Pris en tenaille entre un cadre fiscal bouleversé et une récession historique, l'avenir du modèle philanthropique à la française risque fort d'être mis à mal. À court terme, l'engagement des entreprises est essentiel pour affronter une crise sociale d'une gravité exceptionnelle. C'est aujourd'hui l'urgence et donc la priorité de nombreux mécènes. À moyen terme, cet engagement doit être sécurisé et soutenu pour permettre la construction de projets d'intérêt général inscrits dans la durée et enracinés dans les territoires. Et cela dans tous les segments de la générosité et dans tous les domaines de la vie associative. Je le dis haut et fort, cet engagement des entreprises ne sera durable et efficace que s'il s'inscrit dans une politique publique claire, volontariste et encourageante. Or, les évolutions réglementaires et fiscales récentes ont abîmé la lisibilité du cadre et l'effet ciseau, c'est-à-dire la baisse des ressources mises en œuvre tandis que les besoins explosent, est potentiellement dramatiquement destructeur. D'où la nécessité urgente d'un véritable discours politique mobilisateur, aujourd'hui inexistant, sauf dans la bouche de quelques secrétaires d'État ou parlementaires vraiment engagés, mais hélas bien isolés, pour à la fois répondre à l'urgence, ce qui est fait tant bien que mal, mais pas toujours dans la clarté, et à plus long terme, consolider, voire construire un nouveau modèle d'engagement sociétal et de philanthropie. Oui, le budget global du mécénat d'entreprise baissera dans les mois qui viennent si rien n'est fait par les pouvoirs publics pour le promouvoir. Or, en encourageant le mécénat des TPE et PME et simultanément en plafonnant celui des grandes entreprises soupçonnées d'intéressement généralisé, l'État envoie des signaux contradictoires. Si le soutien aux petits est indispensable pour accroître le nombre d'entreprises mécènes et davantage territorialiser l'impact, celui aux moyens et grands l'est tout autant, en raison du volume de mécénat en cause, disons-le, plus des 2/3 aujourd'hui de l'ensemble. Les entreprises ont besoin de stabilité fiscale et de procédures de dons simples. Et en échange, elles doivent respecter un cadre véritablement éthique. Admical et ses partenaires de la coordination générosité s'emploient à le définir avec une échéance prochaine dans le courant du premier semestre 2020. Elles doivent aussi informer davantage sur l'impact social de leurs actions et à cela aussi, nous travaillons ensemble.
Mais le problème ne se résume pas, et de loin, à la question fiscale. La communication des pouvoirs publics doit jouer un rôle essentiel. Dans un débat public et médiatique, souvent défavorable au mécénat, l'État doit s'engager pour créer les conditions de la confiance, indispensables à l'engagement des entreprises. Il doit préciser ce qu'il attend d'elles, en plus de leur évident rôle économique de créateur de richesses et d'emplois, ce qu'il souhaite qu'elles apportent à la construction d'un véritable projet de société, et cela par tous les moyens mis à leur disposition, le mécénat bien sûr, mais pas que. Modèle hybride, entreprise à mission ou à impact, nouveaux modes de financement, les entrepreneurs sociaux bousculent les frontières du for profit et du non-profit et innovent pour apporter des réponses pertinentes à des besoins sociaux peu ou mal couverts. Et ils créent des emplois durables. Les mécènes vont s'intéresser de plus en plus à ces acteurs de l'économie sociale et solidaire qui peuvent aussi un jour devenir eux-mêmes des mécènes. Le succès grandissant du label Bicorp en France, l'émergence du mouvement Impact France, la multiplication des formes d'engagement dans de très grands groupes, mais aussi dans des entreprises plus petites, des startups qui placent l'intérêt général au cœur de leur gouvernance, de leurs objectifs, de leur gestion. Toutes ces initiatives, bien qu'encore limitées, mettent une incontestable note d'optimisme dans un paysage global qui, disons-le, n'y prête guère. Créateur de liens, facteur d'innovation sociale, le mécénat est un outil formidable au service de l'intérêt général, mais il n'est plus unique et toutes les formes d'engagement doivent être encouragées. Admical s'y emploiera, bien sûr, à la mesure de ses moyens. Mais nos efforts seront peu efficaces s'ils ne s'inscrivent pas dans une politique publique redéfinissant la trame de la société française de demain. Sans une action forte des pouvoirs publics, rien ne pourra bouger vraiment. Et cela suppose d'abord l'élaboration d'un discours politique qui définit des objectifs sociétaux reposant sur une définition véritable de l'intérêt général en phase avec les grandes problématiques d'aujourd'hui. Et aussi la révision de l'organisation administrative du mécénat dans une approche transversale, interministérielle du sujet, avec création d'une instance dédiée à la philanthropie, rattachée directement au Premier ministre. Et puis, bien sûr, la stabilisation du cadre juridique et fiscal. Mais il faut aussi la volonté d'évaluer les retombées réelles du mécénat en termes d'impact économique et social, plutôt que de tout ramener à la seule notion de dépense fiscale, quand ce n'est pas même de niche fiscale. Et enfin, la nécessité de faire redescendre ce discours au niveau des territoires où se situent très largement les enjeux de l'avenir, en encourageant les partenariats publics-privés, en communiquant sur l'intérêt de l'approche collective et en facilitant la bonne compréhension des enjeux et des mécanismes réglementaires et fiscaux du mécénat. En conclusion de cette matinée, j'en appelle à l'État. J'en appelle à l'État pour qu'enfin il affronte l'idée que notre société traverse une crise morale et identitaire profonde, dont la gravité dépasse largement celle de la crise sanitaire et qui nécessite une prise en main urgente. Et que c'est son rôle d'orchestrer les travaux de reconstruction nécessaires, qu'il en sera bien le garant final, c'est sa feuille de route, mais qu'il ne peut en décider que dans la concertation et l'écoute des différentes parties prenantes. Je veux dire une écoute qui ne soit pas uniquement de façade. J'en appelle à l'État pour qu'il accepte le fait que les entreprises, par leur engagement, par leur mécénat, ont un rôle essentiel à jouer dans cette indispensable reconstruction, parce que l'archipel français, mis en lumière par Jérôme Fourquet dans son récent ouvrage, n'est simplement plus tenable. Des actualités dramatiques nous le rappellent presque quotidiennement. Et j'en appelle aussi aux entreprises, pour qu'elles soient beaucoup plus nombreuses à se mobiliser, qu'elles renforcent et diversifient leur volonté d'engagement face aux problématiques sociales et qu'elles associent au maximum leurs collaborateurs dans les actions qu'elles mènent dans ce sens. À l'heure où il est de bon ton de déboulonner les statuts, c'est quand même à une icône que je vais faire appel pour le mot de la fin. Gandhi. Il a cité un jour 7 situations qu'il faut savoir proscrire. Je les cite. Le plaisir sans sentiment, l'amour sans sacrifice, l'enrichissement sans peine, la politique sans principe, la connaissance sans volonté, le commerce sans morale et la science sans humanisme. Alors, je laisse chacun d'entre nous confronter à titre personnel aux 2 premières situations qui ne relèvent guère du politique. Mais pour les 5 autres principes, ne voyons-nous pas aujourd'hui les risques d'une science sans humanisme véritable face à une crise sanitaire où la tentation est grande pour le politique d'abandonner le terrain à la seule médecine? N'est-il pas évident que l'enrichissement sans peine, que le commerce sans morale sont des sources sans cesse renouvelées d'inégalités, d'injustice,
de fracturation sociale et aussi de mise en péril de notre planète. Et enfin, la connaissance sans volonté, le politique sans principe, sans vision à moyen et long terme, ne sont-ils pas deux dangers majeurs qui pèsent sur la démocratie, sur les femmes et les hommes qui la composent et qu'elle est censée faire vivre ensemble? Oui, nous avons besoin de nous redéfinir pour pouvoir nous rassembler de nouveau. Le mécénat jouera son rôle, mais encore faut-il que ce rôle s'inscrive dans un projet. Ce projet que les Grecs appelaient politique, celui de la vie d'une communauté dans la cité. Et si ce projet relève au final de la responsabilité politique, il est l'affaire de tous, de chacun d'entre nous. Ensemble, appelons de nos voeux la renaissance du politique et surtout, participons-y. Merci de votre écoute. Merci François de Biesse pour ce beau et fort plaidoyer et gageons qu'il soit entendu par les autorités et que l'an prochain, pour ce même forum, et nous espérons qu'il ne sera pas digital cette fois, eh bien, le ministre de l'économie sociale et solidaire, la ministre ou le ministre de la Culture pourront vous apporter des réponses pour cette réarchitecture du mécénat qui a besoin de temps d'appui et de temps de volonté. Et si vous permettez un petit mot personnel, puisque l'un des spectateurs nous demande quelle est la place des médias pour valoriser ces initiatives pépites et pour valoriser l'engagement des mécènes, eh bien, je considère qu'elle est énorme, cette place, qu'elle est aujourd'hui très lacunaire et j'y pense souvent. C'est un sujet de société que nous avons abordé en effet sur Europe 1 l'année passée, François de Biesse, et je m'engage à y revenir sur mes différentes antennes parce que c'est un sujet de société et nous devons aussi, à titre citoyen responsable, les aborder en connaissance. Merci à vous François de Biesse d'avoir orchestré cette matinée d'échange. Tout se poursuit à partir de 14h30. Demain également, nous parlerons cet après-midi du mécénat territorial, d'une stratégie globale en local, de l'engagement des collaborateurs dans ce mécénat réaffirmé, mais aussi de l'aide alimentaire face aux nouveaux enjeux, par exemple. Je vous donne quelques-unes des thématiques. Demain également, vous avez tout le programme sur l'application ConnexMe. Vous pouvez poursuivre vos échanges avec les différents intervenants, renvoyer des rendez-vous. Et je conclus en vous disant mon plaisir d'avoir participé à ces échanges qui sont passionnants. Merci de votre confiance. À très bientôt et bonne suite de forum. Nous l'avons ouvert ensemble, Mécène Forum autrement, mais Mécène Forum quand même. Au revoir à tous. Merci Wendy, merci de votre engagement et merci de la façon dont vous avez mené toute cette matinée. Merci François, merci beaucoup. Et à tout à l'heure, 14h30.